Parfois, un homme choisit la solitude, et parfois, la solitude le choisit. Pendant 30 ans, Jasper Connincade avait vécu seul dans les montagnes du Colorado, en paix avec une existence où les seules voix qu'il entendait étaient la sienne et celle du vent dans les pins. Lorsqu'il apprit que son frère était mort et lui avait légué la ferme familiale, Jasper projeta de la vendre rapidement pour retourner à son refuge dans les montagnes. Mais, dans un recoin sombre de la vieille grange, il trouva quelque chose qui changea tout. Une jeune femme sauvage, vêtue de peau de bête, qui ne parlait pas anglais, et le fixait avec les yeux d'un animal effarouché. Qui était-elle? Que cachait son frère depuis toutes ces années dans la vallée de Copper Creek? Avant de revenir à notre histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si ce récit vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. L'enveloppe usée parvint à la cabane isolée de Jasper Connincade au terme d'une longue chaîne de relais postaux et de supérettes, pour finir entre les mains noueuses du vieux Pete Henley, qui livrait les trappeurs des montagnes 2 fois par an. La lettre portait le sceau officiel du cabinet d'avocats Hartman & Associates, et à l'intérieur se trouvait la nouvelle qui allait le tirer de 30 ans d'exil volontaire. Thomas Connincade, son frère cadet de 4 ans, était mort. Crise cardiaque, précisait la lettre de l'avocat, retrouvé seul dans la ferme il y a 3 semaines par le facteur. Pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'amis proches. Seul Jasper était désigné comme unique héritier de la ferme de la vallée de Copper Creek, qui appartenait à la famille depuis 3 générations. Jasper tenait la lettre dans des mains qui portaient les cicatrices d'innombrables rencontres avec des pièges d'acier, les rigueurs du climat montagnard et les arêtes vives d'une vie délibérément rude. Le papier tremblait légèrement, non pas à cause de l'air froid de la montagne qui s'infiltrait à travers les planches usées de la cabane, mais à cause de quelque chose de plus profond, un tremblement qui prenait sa source dans des décennies de silence entre 2 frères. Il posa la lettre sur la table brute, à côté du journal de chasse de son grand-père, un livre relié en cuir qui relatait l'histoire de 3 générations d'hommes Connincade ayant arpenté ces montagnes. Les pages du journal parlaient de saisons fastes et de saisons maigres, d'animaux traqués et piégés, du temps qu'il fallait pour survivre et des tempêtes à affronter. Elle parlait d'une époque où le nom de la famille signifiait quelque chose dans la vallée de Copper Creek, avant les disputes, avant les accusations, avant le silence qui s'était étendu entre lui et Thomas, comme un gouffre qu'aucun des deux n'avait semblé disposé ou capable de franchir. La décision de descendre de son refuge montagnard ne fut pas aisée. Jasper avait bâti sa vie autour de la certitude de la solitude, des rythmes prévisibles des saisons et de la survie. Sa cabane était perchée à 3000 mètres d'altitude, accessible uniquement à cheval ou en raquette, selon la saison. Pendant 30 ans, il avait piégé en hiver, pêché et chassé en été, et passé les longues nuits à lire à la lueur d'une lampe à pétrole ou à sculpter de petites figurines dans du bois de pin. C'était une vie qui n'exigeait rien de lui, si ce n'est la compétence et l'endurance, 2 qualités qu'il possédait en abondance. Mais Thomas était mort, et malgré tout ce qui les avait séparés, il était de son sang. Il était encore ce petit garçon aux dents de lait qui suivait Jasper à travers les bois derrière la ferme de leur grand-père, avide d'apprendre l'art des pièges et des collets. Il était encore ce petit frère qu'il avait admiré sans réserve, jusqu'au jour où tout avait basculé. La descente des hauts plateaux prit 2 jours, son cheval de bas le suivant sur des sentiers qui n'avaient pas vu beaucoup de passages depuis la fin du boom minier, 40 ans plus tôt. Novembre avait peint les bosquets de trembles de teintes d'or et de rouille, et la première grosse neige de la saison coiffait les sommets au-dessus de lui. Son cheval, un hongre Isabelle nommé Buck,
négociaient prudemment les virages en épingle, tous deux s'adaptant à l'air plus dense et aux températures plus douces des basses altitudes. La vallée de Copper Creek s'étendait devant eux lorsqu'ils atteignirent le sommet de la dernière crête. Un large bassin de pâturage traversé par le ruisseau qui donnait son nom à la vallée, avec la petite ville blottie à la jonction du cours d'eau et de la route départementale. La ferme se trouvait à 5 kilomètres au sud de la ville, ses bâtiments usés et ses pâturages clôturés visibles même à cette distance. De la fumée s'élevait de quelques cheminées en ville, et Jasper pouvait distinguer les formes rectangulaires du silo à grains, du clocher de l'église, et de ce qui semblait être plusieurs nouveaux bâtiments qui n'étaient pas là la dernière fois qu'il avait vu la vallée. La ferme était exactement comme dans son souvenir, une bâtisse de 2 étages en pierre et bois locaux que leur grand-père avait construite en 1898. La grange était plus récente, érigée par leur père dans les années 1940 pour remplacer celle qui avait été détruite dans un incendie. Des enclos et des dépendances s'étalaient autour des structures principales, comme les pièces éparses d'une vie vécue au plus près de la terre. Tout semblait plus petit que dans ses souvenirs, usé par le temps et la négligence, révélant l'existence d'un homme qui vivait seul, peu soucieux de l'entretien ou des apparences. Jasper décela Buck dans les confins familiers de la grange, remarquant l'odeur de moisi du foin qui reposait là depuis trop longtemps et les signes subtils d'une utilisation récente. Du fumier frais dans un box, des seaux d'eau qui avaient manifestement été remplis récemment, des traces d'outils sur le sol en terre battue qui suggéraient une activité régulière. Thomas avait dû élever des chevaux, puis probablement louer les pâturages aux fermiers locaux. L'esprit pratique de Jasper commença à calculer la valeur de la propriété. Quelle dette faudrait-il régler? Combien de temps lui faudrait-il pour s'acquitter des formalités légales et retourner à sa solitude dans les montagnes? La clé de la maison était suspendue là où elle avait toujours été, sur un clou planté dans le cadre de la porte de la véranda arrière. Certaines choses, apparemment, ne changeaient jamais dans la vallée de Copper Creek. À l'intérieur, la maison possédait cette quiétude particulière qui suit la mort. Elle n'était pas tout à fait abandonnée, mais elle n'était plus vivante des petits bruits et mouvements de la vie quotidienne. Thomas avait vécu simplement. La cuisine contenait le strict nécessaire, une cafetière, quelques assiettes et des boîtes de conserve alignées avec une précision militaire sur des étagères ouvertes. Le salon avait un fauteuil usé, tourné vers la cheminée, et une fenêtre donnant sur le ruisseau. C'est sur le bureau à cylindre, dans un coin du salon, que Jasper trouva le premier indice de ce qu'était devenu la vie de son frère. Le bureau était fermé à clé, mais Jasper se souvenait de l'endroit où leur père cachait la clé, collée sous le tiroir du bas. À l'intérieur, Thomas tenait des registres méticuleux, des relevés bancaires montrant un revenu modeste mais stable provenant de la location des pâturages, des factures de vétérinaire pour du bétail qu'il ne semblait pas posséder, et une correspondance avec diverses agences gouvernementales que Jasper ne reconnut pas immédiatement. Une lettre datée de seulement 2 mois avant la mort de Thomas attira son attention. Elle provenait du ministère de la Justice, remerciant Thomas pour sa coopération continue et l'assurant que des mesures appropriées étaient prises pour garantir sa sécurité. La lettre était signée par un certain agent spécial Morrison et comprenait un numéro de téléphone avec un indicatif de Washington, D.C. Jasper lut la lettre 2 fois, essayant de concilier son contenu avec ses souvenirs de Thomas, un simple fermier qui n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour quoi que ce soit au-delà des frontières de la vallée. Le petit frère, se souvenait-il, se contentait de la vie d'une petite ville, plus intéressé par les bals du samedi soir et les rodéos locaux que par les enquêtes fédérales ou la coopération gouvernementale. Mais 30 ans, c'était long, et les gens changent. Peut-être que Thomas avait été témoin de quelque chose, qu'il avait dénoncé un crime qui avait nécessité l'attention des fédéraux. La fin de l'après-midi approchait
lorsque Jasper se dirigea enfin vers la grange pour vérifier l'état de Buck et sécuriser la propriété pour la nuit. L'intérieur de la grange était sombre, éclairé seulement par la pâle lumière de novembre qui filtrait à travers les interstices du bardage usé. Il tendait le bras vers l'interrupteur lorsqu'il entendit un léger bruissement venant du coin le plus éloigné, près des bottes de foin empilées contre le mur du fond. Jasper se figea, la main à mi-chemin de l'interrupteur. Des rats, probablement, ou peut-être un chat de grange que Thomas gardait pour contrôler la population de rongeurs. Mais alors que ses yeux s'habituaient à la pénombre, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle, une forme trop grande pour un chat et trop mobile pour un animal de ferme. Quelqu'un était blotti dans l'ombre, entre les bottes de foin et le mur de la grange. Il se déplaça lentement, sans geste brusque, de la même manière qu'il approcherait un animal blessé dans la nature. À mesure qu'il se rapprochait, les détails se précisèrent, formant une image qui défiait sa compréhension. Une jeune femme, sans aucun doute, mais différente de toutes celles qu'il avait jamais rencontrées. Ses cheveux étaient longs et emmêlés, sombres, avec des mèches qui pouvaient être de la saleté ou une couleur naturelle. Elle portait ce qui ressemblait à des peaux d'animaux grossièrement cousus ensemble, du cerf, du lapin, peut-être d'autres qu'il ne put identifier sur le champ. Ses pieds étaient de nus, malgré le froid de novembre, et ses semelles semblaient épaisses et calleuses comme du cuir. Mais ce furent entre ses yeux qui le clouèrent sur place. Il reflétait la méfiance d'une créature sauvage, ce genre de conscience alerte et hyper-vigilante qu'il avait vu chez des animaux ayant appris à craindre le contact humain. Elle l'observait avec l'intensité concentrée d'un prédateur évaluant une menace. Son corps était tendu, comme prêt à fuir ou à se battre, selon son prochain mouvement. « Doucement », dit Jasper d'une voix basse, du même ton qu'il utiliserait avec un cheval effrayé. « Je ne te ferai pas de mal. » Le son de sa voix provoqua une réaction immédiate. Elle se plaqua davantage contre le mur, laissant échapper un son guttural qui n'était pas tout à fait un langage humain, mais pas non plus une communication animale. C'était quelque chose entre les deux, une vocalisation qui exprimait la peur, l'avertissement, et peut-être autre chose, la reconnaissance que c'était une voix humaine, même si les mots n'avaient aucun sens pour elle. Jasper resta parfaitement immobile, assimilant ce qu'il voyait. La jeune femme semblait avoir une vingtaine d'années, bien qu'il soit difficile d'en être certain vu son état. Elle était mince, mais pas sous-alimentée, suggérant quelqu'un qui avait appris à survivre avec les ressources disponibles. Sa peau portait les marques de la vie en plein air, des égratignures, des callosités, un bronzage profond qui parlait d'années passées sous le soleil et les intempéries. Le plus troublant était ce qui entourait sa cheville, presque caché par la peau d'animal qui lui servait de robe rudimentaire. Il pouvait distinguer ce qui ressemblait à une vieille cicatrice, du genre de celle qu'aurait pu laisser une chaîne ou des menottes. « D'où viens-tu » demanda-t-il, sachant qu'elle ne comprendrait pas, mais ayant besoin d'entendre sa propre voix dans le silence étrange de la grange. « Depuis combien de temps es-tu ici » Elle pencha la tête au son, un geste qui rappelait étrangement un chien essayant de déchiffrer le langage humain. Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, et Jasper eut le sentiment troublant que, bien qu'elle ne comprenne pas ses mots, elle le lisait avec une intelligence que la société humaine n'avait pas émoussée. Elle l'évaluait, réalisa-t-il, déterminant s'il représentait la sécurité ou la menace, l'opportunité ou le danger. Les implications de sa présence commencèrent à se déposer dans son esprit comme des sédiments dans une eau calme. Elle vivait ici, dans la grange de Thomas, depuis qui sait combien de temps. Les signes d'habitation qu'il avait remarqués plus tôt, les seaux d'eau fraîche, le foin remué, n'étaient pas pour le bétail. Ils étaient pour elle. Thomas savait qu'elle était là. Il prenait soin d'elle, la cachait.
Mais de quoi? Ou de qui? Comme si elle sentait ses pensées, la jeune femme émit un autre de ces sons non tout à fait humains et changea légèrement de position. Le mouvement révéla davantage les vêtements improvisés qu'elle portait, et Jasper remarqua, avec une inquiétude grandissante, qu'il semblait avoir été cousu avec des tendons, les poings grossiers mais efficaces. Quelqu'un lui avait appris à travailler les peaux pour se vêtir, à partir des dépouilles d'animaux. Mais qui et dans quelles circonstances? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses, chacune plus troublante que la précédente. Depuis combien de temps était-elle ici? D'où venait-elle? Pourquoi Thomas la gardait-il cachée? Et, plus urgent encore, que devait faire Jasper maintenant? La jeune femme sembla sentir sa confusion. Elle émit un son doux, presque interrogateur, et tendit une main légèrement dans sa direction. Le geste était hésitant, incertain, mais il transmettait de la curiosité, de l'espoir, la possibilité que ce nouvel humain puisse être différent de tout ce que ses expériences lui avaient appris à craindre. Jasper réalisa qu'il retenait son souffle. Lentement, prudemment, il tendit la sienne, paume vers le ciel, le geste universel d'une intention pacifique. La distance entre eux était peut-être de 2 mètres. Assez loin pour qu'aucun ne puisse toucher l'autre sans un mouvement délibéré. Assez près pour que le geste soit clairement vu et interprété. Pendant un long moment, ils restèrent figés dans cette scène. L'homme des montagnes aux cheveux grisonnants et la jeune femme sauvage, reliés par un geste de confiance tendu à travers un gouffre d'incompréhension. Dehors, le vent de novembre se leva, secouant le mur de la grange et envoyant de petits courants d'air froid sur le sol. À l'intérieur, le silence s'étira entre eux comme un pont. Aucun des deux n'était encore prêt à le traverser. Puis, d'un mouvement si rapide qu'il fut presque imperceptible, elle retira sa main et se glissa de nouveau dans l'ombre entre les bottes de foin. Jasper entendit le léger bruissement du mouvement, le murmure de la peau contre le bois, puis plus rien. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais été là, le laissant seul dans la grange obscure, avec plus de questions qu'il n'avait jamais voulu en poser. Il l'avait aperçue, et elle était bien réelle. Au cœur de l'obscurité croissante de la grange, elle demeurait là, l'observant de ses yeux énigmatiques et intelligents, forgés par une méfiance absolue envers tout et envers tous. Jasper Ankaidi était descendu des montagnes pour régler les affaires de son frère et reprendre sa vie solitaire. Au lieu de cela, il héritait d'un mystère qui remettait en question tout ce qu'il savait de sa famille, de son passé et de la nature des choix qui définissent la vie d'un homme. Le soleil se couchait derrière les collines occidentales, teignant la vallée de Copper Creek d'ombre dorée. La nuit approchait, apportant avec elle des décisions qui ne pouvaient attendre l'aube. Quel que soit le secret que Thomas avait emporté dans la tombe, il devenait désormais le fardeau de Jasper. Dans l'ombre de la grange, un regard vigilant attendait de voir quel homme était ce solitaire des montagnes. Le sommeil fut agité cette première nuit dans la maison de la ferme. Jasper s'allongea dans son ancienne chambre d'enfant, fixant le plafond et écoutant les bruits de la grange. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent sous les avant-toits pouvait être le signe de ses mouvements dans l'obscurité. Il avait laissé de la nourriture, du pain, de la viande séchée, un pichet d'eau, près de l'endroit où il l'avait vue. Mais en vérifiant avant de se coucher, les offrandes restaient intactes. L'aube apporta une clarté d'esprit et l'urgence d'agir. Jasper se leva avant l'aurore, comme à son habitude, et prépara du café dans la cuisine de Thomas, tout en pesant ses options. Il pouvait appeler le shérif pour signaler la présence d'une personne vivant dans des conditions précaires sur la propriété, mais la terreur évidente de la jeune femme, face à tout contact humain, le fit hésiter. Elle s'était cachée avec tant d'habileté que même la mort de Thomas ne l'avait pas délogée. Elle devait avoir ses raisons d'éviter les autorités,
Et jusqu'à ce qu'il comprenne ses raisons, impliquer la loi semblait prématuré. L'autre choix était de laisser les choses en l'état, de régler rapidement les affaires de Thomas et de retourner à son refuge en montagne, abandonnant la jeune femme à son sort. Mais 30 années de solitude n'avaient pas totalement émoussé sa conscience, et tourner le dos à quelqu'un d'aussi vulnérable lui semblait trahir ses instincts les plus humains. Ainsi, il opta pour la troisième voie. Essayer de comprendre la situation avant toute décision irrévocable. Il s'approcha de la grange avec la même prudence qu'il aurait employée pour traquer une bête sauvage. La nourriture qu'il avait laissée avait disparu, mais il était impossible de savoir si c'était elle qu'il avait prise ou un autre animal. Il appela doucement en entrant, annonçant sa présence. « J'entre, » dit-il. « Je veux juste vérifier quelque chose. Je ne te ferai pas de mal. » Cette fois, elle ne se retira pas immédiatement dans les ombres. Elle resta près du mur du fond, ses yeux sombres suivant ses mouvements avec cette intelligence troublante. À la lumière du jour filtrant par les fenêtres, il la voyait plus clairement. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait estimée, peut-être une vingtaine d'années tout au plus, et malgré son apparence farouche, son visage révélait une lignée fine, des traits élégants suggérant qu'elle n'avait pas toujours vécu dans la sauvagerie. Ses cheveux, naturellement châtain foncé, étaient striés de mèches plus claires dues au soleil. Les peaux d'animaux qu'elle portait étaient adroitement façonnées, preuve d'un apprentissage soigné du travail du cuir. Mais ce étaient des cicatrices qui racontaient de la vérité. Outre la marque autour de sa cheville, d'anciennes blessures sur ses bras et ses épaules parlaient de contraintes, de lutte et d'années d'épreuves inhumaines. « Je m'appelle Jasper, » dit-il en s'asseyant lentement sur une botte de foin à quelques mètres d'elle. C'était la maison de mon frère, Thomas. Connaissais-tu Thomas? À l'évocation de ce nom, sa réaction fut immédiate et surprenante. Elle émit un son presque comme un mot, pas tout à fait humain, mais une tentative claire de communication. Son langage corporel s'adoucit légèrement, bien qu'il restât prudent. « Thomas, » répéta Jasper. « Le connaissais-tu » Le son qu'elle fit cette fois était affirmatif. Elle hocha la tête, un geste si fondamentalement humain qu'il le frappa comme un choc. Pendant l'heure suivante, Jasper l'observa avec soin et tenta de communiquer doucement. Il découvrit qu'elle répondait à son nom, bien qu'il fût une série de clics et de sons doux qu'aucune gorge humaine ne devrait produire. Elle comprenait plus qu'elle ne pouvait exprimer, suivant du regard quand il pointait des objets et les nommait. Plus important encore, il apprit que Thomas avait été son protecteur, son pourvoyeur, et peut-être sa seule connexion humaine depuis longtemps. En lui montrant une photo de famille trouvée sur le bureau de Thomas, elle toucha l'image de son frère avec une tendresse qui trahissait un attachement sincère. Mais ce fut en fouillant plus avant qu'il fit une découverte bouleversante. Caché derrière une pile de bottes de foin, dans l'ombre la plus profonde de la grange, se trouvaient des barres de fer improvisées, solidement fixées à la fondation de pierre. Elles formaient une cage d'environ 2 mètres carrés, assez grande pour une personne, mais trop petite pour offrir confort ou dignité. Le fer était rouillé, taché de ce qui pouvait être du sang, et le sol de pierre à l'intérieur était griffé, comme par des ongles ou des dents. Jasper contempla cette prison improvisée, l'esprit en tumulte. Ces barres, installées avec professionnalisme, indiquaient un plan à long terme, pas un acte impulsif. Les traces d'usure et les profondes éraflures suggéraient des années d'emprisonnement. Si c'était là qu'elle avait été retenue, pourquoi était-elle maintenant libre de se déplacer? Pourquoi n'était-elle pas verrouillée? Les questions s'accumulaient, chacune plus troublante. Il se tourna vers elle et la vit l'observer avec une expression indéchiffrable, mais compréhensive. Elle l'avait vu découvrir la cage et savait qu'il comprenait une part de son histoire. Alors, elle s'approcha et, avec des gestes familiers,
lui montra comment la porte s'ouvrait de l'extérieur, le verrou, les charnières, l'angle précis. Puis, plus horrible encore, elle lui révéla le mécanisme intérieur, une petite manette cachée sous une pierre, qui libérait le verrou si activé dans un ordre spécifique. C'était une précaution pour éviter la mort de l'occupant. Avec un effroi croissant, Jasper réalisa que Thomas avait construit cette cage. Son frère, l'enfant qu'il avait connu, était devenu un monstre. Mais la jeune femme, lisant peut-être ses pensées, émit un son différent, presque réconfortant. Elle s'approcha lentement et posa sa main scarifiée sur son bras, un contact qu'elle initiait volontairement. Puis, elle le guida vers une autre section de la grange, sous une pile de vieilles couvertures, où se trouvaient des vêtements d'enfants, des produits de toilette, des livres d'apprentissage, et le plus accablant, une pile d'affiches de personnes disparues. Elle lui tendit un poster. Une fillette aux cheveux sombres, âgée de 8 ans, aux yeux intelligents, les mêmes qui le regardaient maintenant. Rebecca Shaw, 8 ans, disparue de Denver, Colorado, indiquait l'affiche, datée de 20 ans plus tôt. Jasper fixa l'image, puis Rebecca, comprenant l'horreur. Elle avait passé plus de la moitié de sa vie captive, privée de tout, jusqu'à presque oublier son humanité. Thomas n'avait pas été son ravisseur. Il avait été son gardien, protégeant contre un autre danger. Un mot de Thomas, trouvé dans un recoin secret, confirmait ses soupçons. Si quelque chose m'arrive, emmène Rebecca et fuis. Ils viendront pour elle quand ils sauront que je suis parti. Ne fais confiance à personne en ville. Le shérif sait. Le son d'un véhicule approchant sur la route de la ferme les interrompit. Jasper regarda par la fenêtre. Une voiture de police arrivait, soulevant un nuage de poussière. Rebecca disparut dans les ombres comme si elle n'avait jamais existé. Il glissa l'affiche dans sa poche, l'esprit en ébullition. Les pas du shérif adjoint Crawford résonnèrent sur le gravier, sa main sur son arme, et Jasper sut que la guerre venait à lui. « Bonjour, monsieur Kincaid. » La voix de l'adjoint Crawford avait cette neutralité étudiée des forces de l'ordre, mais son regard balayait déjà l'intérieur de la grange avec un intérêt bien plus que fortuit. « J'ai appris que vous étiez de retour en ville. Je suis navré pour votre perte. » Ah, ça peut-être. Jasper s'efforça de rester calme, puisant dans ses 30 années de vie dans les montagnes, là où la survie d'un homme dépendait souvent de sa capacité à déceler le danger dans le comportement des prédateurs. Crawford était en chasse, bien qu'il fût difficile de savoir de quoi, exactement. « Shérif !» salua Jasper d'un signe de tête. « Je vérifie juste l'état du bétail. Il paraît que Thomas élevait des chevaux pour les gens d'ici. » Crawford s'avança plus profondément dans la grange, ses mouvements délibérés et maîtrisés. C'était un homme imposant, probablement dans la quarantaine, avec l'air de quelqu'un qui passait plus de temps derrière un bureau que sur le terrain. Mais ses yeux étaient perçants, ne laissant rien échapper, tandis qu'ils inspectaient les bottes de foin, les stalles vides et les ombres où Rebecca avait disparu quelques instants plus tôt. « Ça vous ennuie si je vous demande ce que vous comptez faire de la propriété ?» La question semblait lourde de sous-entendu, bien au-delà de sa signification apparente. Jasper garda une expression neutre, bien que tous ses instincts lui hurlassent que cette conversation était bien plus qu'une simple préoccupation de voisinage. « Je n'ai pas encore décidé. Je dois d'abord régler la succession, voir quelles dettes doivent être payées. » Jasper se déplaça nonchalamment entre Crawford et la zone où la cage était cachée, espérant bloquer la ligne de mire de l'adjoint. « Vous connaissiez bien Thomas ?»« Assez bien. » L'attention de Crawford semblait se concentrer sur un coin spécifique de la grange, l'endroit exact où Rebecca s'était dissimulée. C'était un homme serviable, coopératif. Nous apprécions ça chez un citoyen.
Le mot coopératif frappa Jasper comme un coup de poing. C'était le même terme utilisé dans la lettre du département de la justice qu'il avait trouvée sur le bureau de Thomas. Crawford était au courant des liens de Thomas avec les fédéraux, ce qui signifiait qu'il savait probablement de quoi, ou de qui, Thomas protégeait Rebecca. J'imagine que la coopération facilite votre travail, dit Jasper avec prudence. Crawford reporta son attention sur lui, et l'espace d'un instant, le masque de courtoisie professionnelle tomba. Ce qui se révéla en dessous était calculateur, prédateur et totalement dénué de chaleur humaine. En effet, votre frère comprenait l'importance de la stabilité de la communauté, l'importance de ne pas réveiller de vieux problèmes qu'il valait mieux laisser enterrer. La menace était subtile, mais sans équivoque. Crawford lui disait que Thomas gardait certains secrets et que Jasper serait bien avisé de faire de même. La présence de l'adjoint ici, si peu de temps après la mort de Thomas, suggérait que ces secrets risquaient maintenant d'être exposés. Thomas a toujours été du genre à se mêler de ses affaires, acquiesça Jasper, espérant donner l'image d'un homme peu intéressé par les complications. C'est bon à savoir. Crawford se détendit légèrement, apparemment satisfait que Jasper ait compris le message. Bien sûr, en vivant dans les montagnes toutes ces années, j'imagine que vous partagez cette philosophie. Un homme apprend à garder les choses pour lui, à ne pas poser trop de questions sur ce qui ne le regarde pas. C'est vrai. Jasper laissa une pointe de son accent des montagnes transparaître dans sa voix, renforçant l'image d'un simple ermite qui ne désirait rien de plus que de retourner à sa vie solitaire. Je compte y retourner dès que j'aurai réglé les choses ici. Crawford hocha la tête en signe d'approbation. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. La vallée a un peu changé depuis votre départ. Pas toujours pour le meilleur. Parfois, les vieux problèmes ont une façon de refaire surface quand les gens commencent à fouiner là où ils ne devraient pas. La conversation se poursuivit encore quelques minutes, Crawford posant des questions apparemment innocentes sur les projets de Jasper, tout en cherchant subtilement le moindre indice qu'il aurait pu découvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Jasper répondit prudemment, maintenant son personnage d'héritier désintéressé qui voulait seulement finir ses affaires et partir. Mais pendant tout ce temps, son esprit tournait à plein régime, essayant de comprendre ce que la présence de Crawford signifiait. L'adjoint connaissait clairement l'existence de Rebecca, ou du moins, la suspectait. Sa mention désinvolte de vieux problèmes suggérait que la disparition de la jeune femme 20 ans plus tôt était liée à des activités criminelles en cours, impliquant les autorités locales. Après que Crawford soit enfin parti, promettant de passer vérifier périodiquement que tout allait bien, Jasper attendit 1 heure entière avant d'appeler Rebecca. Elle sortit de la cachette qu'elle s'était trouvée, se déplaçant avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait appris à se rendre invisible lorsque c'était nécessaire. « C'était malin, dit-il, bien qu'il doutât qu'elle ait compris les mots exacts. Il te cherchait. » Sa réponse fut une série de sons doux qui portaient une confirmation sans équivoque. Elle savait que Crawford la craignait, et elle comprenait exactement pourquoi sa présence représentait un danger. L'intelligence dans ses yeux devenait plus évidente à chaque interaction, et Jasper se surprit à se demander ce dont elle aurait été capable si son enfance ne lui avait pas été volée. Il passa le reste de la matinée à explorer la grange plus en détail, à la recherche d'autres preuves de ce dans quoi Thomas était impliqué. Caché sous une planche lâche près des stalles, il trouva quelque chose qui fit trembler ses mains alors qu'il l'examinait. Une petite poupée de bois, sculptée avec un soin et une habileté évidents, mais d'une facture rudimentaire, suggérant qu'elle avait été fabriquée par quelqu'un avec des outils et des matériaux limités. La poupée était manifestement ancienne, sa surface polie par d'innombrables heures de manipulation. Elle était vêtue de petits morceaux de tissu qui avaient pu être colorés autrefois, mais qui étaient maintenant délavés en teintes indistinctes de brun et de gris.
Le plus poignant de tout, c'est qu'elle portait les marques indubitables d'avoir été serrée avec force dans des moments de terreur ou de désespoir. De minuscules sillons dans le bois où des ongles s'étaient enfoncés, des taches qui auraient pu être des larmes. Lorsqu'il montra la poupée à Rebecca, sa réaction fut immédiate et déchirante. Elle laissa échapper un son de pure angoisse, tendant des mains tremblantes pour prendre la petite figurine. La tenant, elle la serra contre sa poitrine et se balança doucement, émettant des sons doux qui parlaient de souvenirs trop douloureux pour être exprimés par des mots. Cela avait été son réconfort durant les pires moments. Probablement son seul réconfort pendant des années. Quelqu'un, peut-être Thomas, peut-être même Rebecca elle-même, avait sculpté cette poupée pour donner à une fillette de 8 ans quelque chose à quoi s'accrocher dans l'obscurité de cette cage. En la regardant avec la poupée, Jasper sentit quelque chose changer en lui, un relâchement des défenses qu'il avait maintenues pendant 30 ans. Il s'était enfui dans les montagnes après des événements qu'il préférait ne pas se remémorer, cherchant une vie où il ne serait plus jamais responsable du bien-être ou de la sécurité de quelqu'un d'autre. Mais en regardant Rebecca maintenant, en voyant la femme qu'elle avait malgré tout réussi à devenir, il réalisa que certaines responsabilités ne pouvaient être évitées. Elle avait besoin de protection et, par hasard ou par destin, il était la seule personne en position de la lui fournir. La visite de Crawford avait clairement montré que rester à Copper Creek Valley était dangereux pour eux deux, mais fuir semblait simplement une autre forme d'abandon. Rebecca avait déjà été abandonnée pour toute une vie. Cet après-midi-là, il commença des préparatifs pratiques pour ce qui pourrait suivre. Il vérifia les limites du ranch, nota les voies de fuite possibles et fit l'inventaire des provisions qui pourraient être utiles s'ils devaient partir rapidement. Son entraînement militaire, en sommeil depuis des décennies, commença à se réaffirmer. Les habitudes de pensée tactique, la conscience situationnelle et la planification d'urgence qu'il avait autrefois maintenue en vie en territoire hostile. Mais ce fut l'émergence progressive de Rebecca hors de sa coquille qui offrit les moments les plus porteurs d'espoir de la journée. Au fil des heures, alors qu'aucune menace immédiate ne se matérialisait, elle commença à se détendre un peu en sa présence. Elle l'observait travailler avec une curiosité évidente, émettant occasionnellement des sons doux qui semblaient destinés à attirer son attention. Quand il répondait en nommant des objets ou en expliquant ce qu'il faisait, elle écoutait avec une intensité qui suggérait qu'elle essayait de réapprendre les schémas de la communication humaine. À la tombée de la nuit, elle réussit à prononcer son premier mot reconnaissable. Jasper. Bien que le son soit sorti plus comme Jasper, avec l'accent sur la mauvaise syllabe. Le son de son nom dans sa voix le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Un rappel que sous l'apparence sauvage, il y avait une femme qui n'avait jamais renoncé à son humanité. Alors que l'obscurité s'installait sur Copper Creek Valley, Jasper se retrouva face à un avenir bien plus compliqué que la simple liquidation de la propriété qu'il avait prévue. Rebecca était réelle. Elle était en danger, et c'était maintenant sa responsabilité, qu'il l'ait choisie ou non. L'ermite des montagnes, descendu de son sanctuaire pour enterrer le passé, était sur le point de découvrir que certaines choses ne peuvent être enterrées, et que certaines dettes ne se paient qu'avec un courage qu'il n'était plus certain de posséder. La découverte eut lieu 3 jours plus tard, tandis que Jasper fouillait parmi les effets personnels de Thomas à la recherche de n'importe quoi qui pourrait expliquer les liens de son frère avec les fédéraux. Rebecca se sentait maintenant assez à l'aise pour s'aventurer dans la maison pendant la journée, bien qu'elle se réfugiât encore dans la grange chaque fois que des véhicules approchaient sur la route du comté. Sa présence dans la maison était presque fantomatique. Elle se déplaçait en silence, touchait les objets avec une révérence prudente et semblait particulièrement attirée par les photographies
qui racontait l'histoire de la famille Kincaid. Ce fut Rebecca qui trouva le compartiment secret dans l'armoire de la chambre de Thomas. Elle examinait un vieux portrait de famille quand quelque chose sur le mur derrière attira son attention. Ses doigts, plus sensibles que les siens après des années de survie par le toucher, détectèrent la subtile différence dans le bois qui indiquait un espace caché. À l'intérieur du compartiment, enveloppé dans de la toile cirée, se trouvait un dossier contenant des documents qui transformèrent la compréhension de Jasper sur tout ce qu'il pensait savoir des dernières années de la vie de son frère. Le premier document était un avis de recherche, au bord usé par les manipulations, montrant la photo d'une jeune fille aux cheveux sombres et aux yeux intelligents. Mais ce n'était pas l'avis de recherche de Rebecca. C'était celui de quelqu'un de complètement différent. La fille sur la photo était identifiée comme étant Melissa Torres, 9 ans, disparue de Grand Junction, Colorado. La date sur l'affiche remontait à 15 ans. En dessous, il y avait d'autres affiches. Sarah Chen, 7 ans, disparue de Durango. Jennifer Valdez, 8 ans, disparue de Steamboat Springs. Amanda Wright, 10 ans, disparue de Boulder. 12 affiches au total, couvrant 23 ans, toutes montrant des enfants qui avaient disparu sans laisser de traces de communauté à travers le Colorado et les États voisins. Toutes des filles, toutes âgées de 7 à 10 ans. Toutes avec des caractéristiques physiques similaires. Cheveux sombres, corpulence menue. Le genre d'enfant qui pourrait passer inaperçu dans une foule. Mais c'est la 13e affiche qui glaça le sang de Jasper. Contrairement aux autres, celle-ci était neuve et impeccable. La photo était clairement récente. Elle montrait une fillette qui ne pouvait pas avoir disparu depuis plus de quelques mois. Sa photo de classe souriait joyeusement, contrastant avec le noir et blanc austère de la vie. Kate Morrison, 8 ans, disparue de Copper Creek, Colorado. La date sur l'affiche ne remontait qu'à 6 semaines. Cet enfant avait disparu de leur propre ville, pratiquement sous le nez de Thomas, alors qu'il était censé coopérer avec les autorités fédérales pour démanteler le réseau responsable des autres disparitions. La réaction de Rebecca aux affiches fut immédiate et bouleversante. Elle émit des sons de détresse qui étaient presque un langage humain, son corps tout entier irradiant une angoisse qui transcendait les barrières de la communication. Elle toucha chaque photo avec des doigts tremblants, ses yeux reflétant une douleur qui parlait d'une connaissance personnelle, d'une compréhension exacte de ce qui était arrivé à ses enfants, parce qu'elle l'avait elle-même survécu. Quand elle arriva à l'affiche de Kate Morrison, elle pressa sa main contre la photo et émit un son qui était sans équivoque un nom. Pas une prononciation anglaise, mais quelque chose d'assez proche pour que Jasper comprenne qu'elle essayait de dire « Kate ». Elle connaissait cet enfant, elle l'avait vu, peut-être même essayé de l'aider. Les implications étaient stupéfiantes. Le réseau qui avait enlevé Rebecca 20 ans plus tôt était toujours actif. Il opérait toujours à Copper Creek Valley et dans ses environs. Ils avaient pris Kate Morrison quelques semaines seulement avant la mort de Thomas, ce qui signifiait que le raisonnement de Jasper fut interrompu par la tension soudaine de Rebecca. Elle s'était déplacée vers la fenêtre et regardait prudemment à travers les rideaux, son langage corporel criant l'alarme. En suivant son regard, il vit ce qui avait attiré son attention. Un SUV noir aux vitres teintées descendait lentement la route du comté en direction du ranch. L'approche du véhicule était délibérée, prédatrice. Il ralentit en passant devant l'entrée du ranch, le conducteur étudiant clairement la propriété avant de continuer sa route et de disparaître dans un virage. Mais Jasper en avait vu assez pour savoir que ce n'était pas un passage anodin. Le SUV avait des plaques d'immatriculation gouvernementale. Rebecca resta à la fenêtre pendant plusieurs minutes après la disparition du véhicule, d'une vigilance absolue. Quand elle se tourna enfin vers lui,
Son expression transmettait un message qui n'avait pas besoin de traduction. Ils étaient observés, évalués, et les observateurs n'étaient pas amicaux. Cette nuit-là, Jasper prit une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts d'autopréservation qu'il avait cultivés pendant 30 ans de vie dans les montagnes. Au lieu de faire ses bagages et de s'enfuir avec Rebecca vers la sécurité relative des hautes terres, il décida de plonger plus profondément dans les secrets de Thomas. Les enfants disparus méritaient mieux que d'être oubliés, et Kate Morrison, si elle était encore en vie, méritait d'être sauvée. Il commença par l'ordinateur de Thomas, une machine que son frère, apparemment, utilisait principalement pour correspondre avec des agences fédérales. L'historique des courriels révéla un échange régulier avec un contact identifié uniquement comme A. Morrison, le même nom de famille que la jeune fille disparue. Les messages étaient énigmatiques, truffés de références à des colis, des livraisons et des stockages sécurisés. Cependant, leur ton suggérait une relation de coopération mutuelle, et non de coercition. Un courriel, daté de 2 semaines à peine avant la mort de Thomas, était plus explicite que les autres. Colis arrivé endommagé. Consultation immédiate requise sur protocole de réparation. Situation devient instable. Demande d'extraction si protocole échoue. Un autre, envoyé seulement 3 jours avant sa mort, affirmait « Extraction refusée. Maintenez position actuelle. Des colis additionnels pourraient nécessiter un stockage. Soyez extrêmement prudents. » Le dernier message de la série venait d'A. Morrison, adressé à Thomas la veille de son décès. « Colis compromis. Protocole de combustion maintenant autorisé. Protégez l'actif principal à tout prix. » Jasper relut la correspondance à 3 reprises, et les pièces d'une image plus vaste commencèrent à s'assembler dans son esprit. Thomas ne se contentait pas de cacher Rebecca à ses ravisseurs. Il faisait partie d'une opération fédérale en cours, visant à exposer et à démanteler le réseau responsable des disparitions. Les colis étaient les enfants enlevés, et le ranch de Thomas était une planque où les rescapés pouvaient être mis à l'abri pendant que des preuves étaient rassemblées contre leurs bourreaux. Mais quelque chose avait mal tourné. L'opération avait été compromise. Thomas était mort, et Kate Morrison restait introuvable. L'actif principal, mentionné dans le dernier courriel, devait être Rebecca, l'unique survivante capable de témoigner sur les méthodes du réseau et, potentiellement, d'en identifier les membres. Cela expliquait pourquoi Crawford et les occupants du SUV noir s'intéressaient de si près à ce que Jasper aurait pu trouver sur la propriété. Rebecca n'était pas seulement une victime. Elle était le témoin de 20 ans de trafic systématique d'enfants, et son témoignage pouvait faire tomber des personnalités occupant des postes de pouvoir et d'autorité considérables. Comme pour confirmer son analyse, Rebecca apparut à la porte du bureau, se déplaçant avec cette grâce silencieuse qui lui était devenue familière. Dans ses mains, elle tenait quelque chose qui fit retenir son souffle à Jasper. Une carte rudimentaire, dessinée sur ce qui semblait être un morceau de peau de bête, marquée de symboles et de points de repère qui avaient manifestement une grande importance pour elle. Elle s'approcha du bureau et déposa la carte à côté de l'ordinateur. Puis, elle se mit à pointer différents lieux marqués sur sa surface. Ses vocalisations étaient plus pressantes maintenant, chargées d'une insistance qui transcendait les barrières du langage. Elle essayait de lui dire quelque chose d'important, quelque chose lié aux enfants disparus et au réseau qui l'avait retenue captive. Un symbole revenait sans cesse sur la carte, un dessin sommaire qui pouvait représenter un bâtiment ou une structure, toujours situé près de ce qui semblait être des sources d'eau. En étudiant les marques de plus près, Jasper commença à reconnaître des points de repère de la vallée de Copper Creek. Le ruisseau lui-même était clairement dessiné, ainsi que plusieurs formations rocheuses distinctives et ce qui pouvait être l'emplacement du ranch. Mais d'autres lieux
étaient également marqués, des endroits que Rebecca avait découverts durant sa captivité, des endroits où d'autres structures pouvaient être cachées, où d'autres victimes pouvaient être retenues prisonnières. Rebecca toucha un symbole en particulier, pressant le cuir de son doigt avec insistance. L'endroit semblait se trouver à plusieurs kilomètres au nord du ranch, dans une zone de la vallée que Jasper se rappelait être densément boisée et rarement visitée. Elle émit son son pour Kate, puis toucha à nouveau le symbole. Le message était clair. Kate Morrison était retenue à cet endroit, et Rebecca savait comment la trouver. Mais la secourir signifiait s'exposer à quiconque surveillait le ranch, révéler qu'ils en savaient bien plus qu'ils n'auraient dû sur les opérations du réseau. Cela signifiait abandonner la sécurité relative de leur refuge et agir contre des ennemis dont les capacités et les ressources restaient inconnues. En regardant l'expression déterminée de Rebecca, le regard fixé sur cette carte, qui représentait son courage à préserver des informations cruciales malgré 20 ans de captivité, Jasper comprit que le choix était déjà fait. Certaines choses étaient plus importantes que la sécurité personnelle, et certaines dettes ne pouvaient être payées que par l'action. L'ermite des montagnes, qui ne cherchait que la solitude, était sur le point de découvrir si 30 ans de paix avaient émoussé sa capacité à faire la guerre. La fouille des affaires restantes de Thomas révéla des découvertes qui peignaient un tableau de plus en plus complexe de ces dernières années. Caché dans un double fond de la commode de la chambre, sous des couches de vêtements soigneusement pliées, Jasper trouva une collection qui lui glaça le sang. Des insignes de shérif de 6 États différents, tous authentiques et portant la patine d'un usage régulier. Ces insignes n'étaient ni des souvenirs, ni des objets de collection. Ils représentaient des accréditations actives des forces de l'ordre du Colorado, du Wyoming, de l'Utah, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona et du Montana. Chacun était émis à des variations du nom de Thomas. Thomas Kincaid, Tom Kincaid, T.J. Kincaid, Thomas King, Tom King et T.J. King. Les photographies sur les cartes d'identité qui les accompagnaient montraient des changements subtils dans son apparence. Coiffures différentes, barbe, et même ce qui semblait être de légères retouches esthétiques, mais il s'agissait sans équivoque de son frère. Plus troublantes encore étaient les dates d'émission. Les accréditations s'étalaient sur 15 ans, suggérant que Thomas avait construit et maintenu plusieurs identités d'agents de la loi à travers l'Ouest montagneux pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Ce n'était pas l'œuvre d'un simple éleveur qui s'était accidentellement retrouvé mêlé à une coopération fédérale. C'était la couverture soigneusement élaborée de quelqu'un qui opérait au plus profond d'un réseau criminel. La réaction de Rebecca aux insignes fut immédiate et viscérale. Quand Jasper les lui montra, elle recula comme s'il s'agissait de serpents venimeux, émettant des sons d'angoisse qui ne laissaient aucun doute sur son association des forces de l'ordre au danger et à la trahison. Elle désigna un insigne en particulier, celui de shérif du Colorado, et produisit un son pour Thomas, mais avec un ton qui suggérait la confusion, voire la trahison. Elle connaissait Thomas comme son protecteur, son sauveur. Mais ces insignes représentaient l'autorité, le même type d'autorité qui avait échoué à la secourir et avait peut-être même participé à son emprisonnement. La dissonance cognitive était clairement douloureuse pour elle. Jasper passa l'après-midi à étudier les accréditations, essayant d'en comprendre la signification. Le schéma suggérait que Thomas se constituait un réseau de fausses identités, lui permettant d'opérer au-delà des frontières des États pour enquêter et infiltrer le réseau de trafic depuis des positions d'autorité et de confiance. Mais cela soulevait aussi des possibilités plus sombres, que Thomas ait lui-même fait partie du réseau, utilisant ses accréditations pour faciliter la capture et le transport des victimes. La vérité, quand elle finit par éclater, vint d'une source inattendue. En examinant de plus près l'insigne du Colorado, Jasper remarqua un détail qui lui avait d'abord échappé.
une minuscule modification à la surface du métal, si subtile qu'elle était presque invisible. Quelqu'un avait soigneusement gravé un petit symbole, une marque qui correspondait à l'un des symboles que Rebecca avait dessiné sur sa carte secrète. Lorsqu'il lui montra l'insigne marqué, la réaction de Rebecca fut radicalement différente de sa peur initiale. Elle toucha le petit symbole avec révérence, émettant des sons doux qui transmettaient gratitude et affection. Ce n'était pas l'insigne de son ravisseur, c'était un signe, une façon pour Thomas de s'identifier auprès des victimes comme quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. La révélation frappa Jasper comme un coup de poing. Thomas ne faisait pas partie du réseau. Il œuvrait à le détruire de l'intérieur. Les multiples identités policières n'étaient pas des couvertures pour des activités criminelles, mais des outils lui permettant d'enquêter par-delà les juridictions pour monter des dossiers contre des criminels qui utilisaient leur propre position d'autorité pour commettre et dissimuler leurs crimes. Mais si Thomas était l'un des leurs, pourquoi l'opération fédérale avait-elle échoué? Pourquoi Kate Morrison était-elle toujours portée disparue? Et surtout, qui avait tué Thomas avant qu'il ne puisse achever sa mission? La réponse à cette dernière question commença à se dessiner, alors que Jasper poursuivait son inspection de la maison. Dans la cuisine, caché derrière une planche mal fixée dans le mur du garde-manger, il trouva la preuve que la mort de son frère n'était peut-être pas la crise cardiaque naturelle décrite dans la lettre de l'avocat. La cachette contenait un petit enregistreur numérique et une collection de flacons médicaux. Chacun était étiqueté avec des noms pharmaceutiques que Jasper ne reconnaissait pas, mais qui ressemblaient étrangement au genre de médicaments pouvant être utilisés pour simuler une insuffisance cardiaque. L'enregistreur contenait un unique message, enregistré avec la voix de Thomas, quelques jours seulement avant sa mort. Quieto. Qu'ils m'ont eu avant que je puisse finir le travail. Le réseau est plus vaste que nous le pensions, et il remonte plus haut que nous le soupçonnions. Le bureau du shérif est compromis. Crawford est corrompu. D'autres le sont probablement aussi. Le contact fédéral est l'agent Morrison à Denver, mais ne fait confiance à personne d'autre. La fille est dans la grange est Rebecca Shaw. Elle est notre meilleur témoin. Peut-être notre unique témoin. Protège-la. Utilise la carte qu'elle a faite pour trouver les lieux de détention actuels. Kate Morrison est encore en vie, mais pas pour longtemps s'il réalise que l'opération est découverte. Pardon. Pour... L'enregistrement continuait avec des instructions spécifiques sur des protocoles d'urgence, des planques et des contacts fédéraux de confiance. Mais ce fut la dernière partie qui toucha le plus profondément Jasper. Jasper, si c'est toi qui as trouvé ça, je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous. Je sais que tu t'en veux pour ce qui a mal tourné à l'armée, mais ce n'était pas ta faute. J'aurais dû te le dire il y a 30 ans. Le travail que j'ai fait pour essayer de sauver ces enfants, c'est ma façon de payer pour le silence que j'ai gardé à l'époque. Parfois, la seule façon de vivre avec soi-même est de tout risquer pour quelque chose qui compte plus que sa propre survie. Le message s'arrêtait là, laissant Jasper fixer l'enregistreur, submergé par des émotions qu'il ne s'était pas autorisé depuis 3 décennies. Thomas savait pour son passé militaire, pour les événements qui l'avaient poussé à chercher refuge dans les montagnes. Plus que ça, Thomas comprenait la culpabilité qui avait défini la vie d'adulte de Jasper et avait trouvé sa propre manière d'affronter des démons similaires. Rebecca apparut à la porte de la cuisine, se déplaçant avec une grâce silencieuse qui ne le surprenait plus. Elle s'approcha prudemment, une expression interrogatrice sur le visage, comme si elle pouvait sentir le tumulte émotionnel que l'enregistrement avait déclenché. Lorsqu'elle fut assez proche, elle tendit la main et lui toucha le bras, le même geste de réconfort qu'elle lui avait offert dans la grange, mais teinté cette fois d'une forme de compréhension. « Il essayait de vous sauver », dit Jasper à voix haute,
bien qu'il sût qu'elle ne pouvait pas comprendre les mots. Vous toutes. Et ils l'ont tuée pour ça. Rebecca émit un son doux, qui pouvait être un assentiment. Puis elle se dirigea vers la fenêtre et jeta un regard prudent à l'extérieur. Sa vigilance était devenue constante ces derniers jours, et Jasper réalisa qu'elle était probablement plus à l'affût des menaces potentielles que lui. 20 ans de captivité avaient aiguisé ses instincts de survie à l'extrême. Comme pour valider sa prudence, le son de véhicules en approche leur parvint à travers les murs de la cuisine. Mais ce n'était pas la voiture ou le SUV solitaire auquel ils s'étaient habitués. C'étaient plusieurs véhicules, se déplaçant rapidement et avec détermination. La réaction de Rebecca fut immédiate. Elle agrippa le bras de Jasper et l'entraîna loin de la fenêtre, son urgence communiquant ce que les mots ne pouvaient dire. Le danger était immédiat. Le temps de la discrétion et de l'enquête était révolu. À travers la fenêtre, Jasper pouvait voir des nuages de poussière s'élever de la route de comté. Au moins 3 véhicules, peut-être plus, tous se dirigeant droit sur le ranch. Leur approche était coordonnée, agressive, le genre de manœuvre qui suggérait des gens lassés de la surveillance et prêts à l'action directe. Rebecca se dirigeait déjà vers l'arrière de la maison, ses mouvements rapides et assurés. Elle savait quelque chose qu'il ignorait, et elle s'était préparée à cette éventualité d'une manière que ses 30 ans de vie dans les montagnes ne lui avaient pas appris à anticiper. Alors que le bruit des moteurs s'intensifiait, elle le guida vers ce qui semblait être l'entrée d'une cave à laquelle il n'avait pas prêté attention. Un autre secret de Thomas, une autre contingence dans un plan qui avait mis des années à se construire. Le premier véhicule s'engagea dans l'allée du ranch au moment où Rebecca ouvrait la porte dissimulée de la cave, révélant un escalier étroit qui plongeait dans l'obscurité. Quoique Thomas ait préparé, quelle que soit la confrontation finale qu'il avait anticipée, le moment était venu. Et Jasper était sur le point de découvrir si un ermite des montagnes pouvait devenir le protecteur dont Rebecca avait désespérément besoin. La cave souterraine était bien plus élaborée que sa simple entrée ne le laissait supposer. Ce qui ressemblait à une zone de stockage de nourriture de base était en réalité une salle de survie sophistiquée, équipée d'un éclairage sur batterie, de matériel de communication et de provisions suffisantes pour soutenir 2 personnes pendant plusieurs semaines. Plus important encore, elle se connectait à un système de tunnels qui s'étendait bien au-delà des fondations de la ferme. Rebecca se déplaçait dans l'espace souterrain avec une familiarité évidente. Ses mains trouvaient les interrupteurs et les provisions dans l'obscurité avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé un temps considérable à se préparer pour ce moment. Elle entraîna Jasper plus profondément dans le réseau de tunnels, suivant des passages qui avaient été creusés dans la roche naturelle sous la vallée de Copper Creek. Les tunnels étaient anciens, plus anciens que la ferme, plus anciens que n'importe quel bâtiment de la vallée. Jasper reconnut les techniques de construction grâce à sa connaissance des opérations minières de la région. Ces passages avaient été creusés à l'époque de la ruée vers l'or, vestige d'un vaste réseau de galeries d'exploration qui sillonnait le sous-sol de la vallée. Thomas n'avait fait qu'adapter l'infrastructure existante à ses propres fins, créant des voies de fuite et des caches dont la plupart des gens avaient oublié l'existence. Tandis qu'il progressait dans les tunnels, Rebecca s'arrêtait périodiquement à des endroits qui semblaient aléatoires, pressant sa main contre des pierres spécifiques dans la paroi. Chaque contact révélait une autre cachette, un autre dépôt de provisions ou d'équipements que Thomas avait disséminé à travers tout le réseau souterrain. L'homme s'était préparé à cette éventualité pendant des années, bâtissant une infrastructure parallèle qui lui permettrait de poursuivre ses opérations, même si sa base principale venait à être compromise. L'un des dépôts contenait quelque chose qui figea Jasper sur place. Une carte détaillée du système de tunnels, dessinée avec la même précision méticuleuse que celle qui caractérisait la carte secrète de Rebecca. Mais cette version montrait bien plus que la zone immédiate autour du ranch.
Le réseau s'étendait à travers toute la vallée, se connectant aux caves des bâtiments de la ville et émergeant dans des lieux reculés, à des kilomètres de toute route. Et, plus troublant encore, il croisait ce qui semblait être d'autres installations souterraines, marquées des mêmes symboles que Rebecca avait utilisés pour indiquer les lieux de détention. L'ampleur de ce que Thomas avait découvert était stupéfiante. Le réseau de trafiquants ne se contentait pas d'utiliser des bâtiments isolés ou des sites reculés pour retenir ses victimes. Ils exploitaient l'infrastructure minière oubliée de la vallée, créant un monde caché sous la surface, où des enfants pouvaient être détenus, déplacés et transportés sans le moindre risque d'être découverts par hasard. Rebecca toucha un point sur la carte des tunnels avec une urgence particulière, interpellant Katie tout en désignant un passage qui bifurquait de leur itinéraire actuel. Le symbole à cet endroit correspondait à celui qu'elle avait précédemment identifié comme le lieu de détention de Katie Morrison. Mais, selon la carte, atteindre cet endroit exigerait de parcourir plusieurs kilomètres de galeries souterraines, dont certaines étaient marquées de symboles d'avertissement suggérant une instabilité structurelle ou d'autres dangers. Au-dessus d'eux, le bruit de pas lourds et de voix filtrait à travers la pierre et la terre. Leurs poursuivants avaient atteint la maison et la fouillaient de fond en comble. Jasper entendait des meubles qu'on déplaçait, des portes qui claquaient et les ordres secs d'hommes qui, de toute évidence, avaient l'autorité et ne se souciaient guère des dommages matériels. Mais ce fut la conversation qui l'effraya le plus. Les voix discutaient de protocoles de nettoyage et de récupération de biens, utilisant la même terminologie clinique que les correspondants fédéraux de Thomas. Ce n'étaient pas des policiers locaux menant une enquête de routine. C'étaient des gens qui savaient exactement ce qu'ils cherchaient et qui avaient les moyens de mener une opération de grande envergure. Rebecca lui tira la manche avec une urgence évidente. Elle voulait s'enfoncer plus profondément dans le réseau de tunnels, loin de la menace immédiate qui pesait sur eux. Mais Jasper se sentit partagé entre la nécessité de fuir et la certitude croissante que la fuite ne ferait que retarder l'inévitable confrontation. Katie Morrison se trouvait quelque part dans ce labyrinthe souterrain, et chaque heure de retard réduisait les chances de la retrouver vivante. Comme si elle lisait dans ses pensées, Rebecca sortit quelque chose de l'une des caches de ravitaillement, un petit carnet que Thomas avait apparemment laissé précisément pour cette situation. Les pages contenaient des informations détaillées sur les opérations du réseau de trafic, y compris les horaires, le personnel et, plus important encore, les schémas de rotation pour le transport des victimes entre les lieux de détention. Selon les notes de Thomas, les victimes étaient généralement détenues dans un même lieu pendant 72 heures au maximum avant d'être transférées pour déjouer les opérations de sauvetage. Katie Morrison avait disparu depuis 6 semaines, ce qui signifiait qu'elle avait été déplacée plusieurs fois à travers le réseau. Mais les notes indiquaient également que le destin final des victimes, que ce soit la vente à des acheteurs ou l'élimination si elles étaient considérées comme à haut risque, se jouait généralement dans une installation centrale qui servait de principal centre d'opération du réseau. L'emplacement de cette installation était marqué sur la carte des tunnels de Thomas, identifié par un symbole plus grand et plus élaboré que tous les autres. Elle était située à l'extrémité de la vallée, sous ce qui semblait être un complexe minier abandonné depuis des décennies. Plus sinistre encore, les notes de Thomas indiquaient que l'installation devait être nettoyée quelques jours après sa mort, suggérant que le réseau se préparait à éliminer les preuves et les témoins avant de délocaliser ses opérations. Si Katie Morrison était encore en vie, elle se trouvait dans cette installation centrale. Et si les informations de Thomas étaient exactes, il ne lui restait que peu de temps. Rebecca semblait elle aussi comprendre l'urgence. Elle montra à Jasper un autre objet de la cache, un engin explosif rudimentaire mais efficace, que Thomas avait apparemment fabriqué avec des matériaux miniers.
Les anciens tunnels contenaient beaucoup de dynamite et de matériel de détonation datant de l'époque de la ruée vers l'or. Et Thomas avait utilisé ces ressources pour créer des armes qui pourraient être retournées contre l'infrastructure même du réseau. Le plan qui se dessinait à partir des notes de Thomas était audacieux et périlleux. L'installation centrale pouvait être atteinte par le système de tunnels, mais cela nécessiterait de passer par plusieurs points de contrôle où le réseau maintenait une sécurité. Les explosifs pourraient être utilisés pour créer des diversions, pour faire s'effondrer des passages derrière eux et empêcher toute poursuite. Ou, en dernier recours, pour détruire complètement l'installation si le sauvetage s'avérait impossible. Mais tenter cette mission signifiait abandonner toute possibilité de fuite. Le système de tunnels avait plusieurs sorties, mais elles étaient toutes probablement sous surveillance maintenant. Une fois qu'ils s'engageraient sur la voie de l'installation centrale, il n'y aurait pas de retour en arrière. Au-dessus d'eux, les bruits de la fouille devenaient plus systématiques et minutieux. Jasper pouvait entendre ce qui ressemblait à du matériel de forage ou de découpe, suggérant que leurs poursuivants connaissaient l'existence du réseau souterrain ou étaient prêts à créer leur propre point d'accès. Rebecca lui toucha le bras et désigna un passage spécifique sur la carte, la route menant à l'installation centrale. Son expression posait une question qui transcendait les barrières du langage. Était-il prêt à tout risquer pour une enfant qu'il n'avait jamais rencontrée? En se basant sur les informations d'un homme mort et sur les conseils d'une femme qui avait passé 20 ans à apprendre à survivre dans un monde que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer, la réponse vint d'un endroit plus profond que le calcul rationnel. Il y a 30 ans, Jasper n'avait pas réussi à protéger ceux qui comptaient sur lui, et cet échec l'avait poussé à chercher refuge dans la solitude. Mais la solitude n'était qu'une autre forme de reddition, et certains échecs ne peuvent être rachetés que par l'action. Il prit l'engin explosif et fit un signe de tête à Rebecca. Quoi qu'ils les attendent dans l'obscurité des tunnels, quels que soient les dangers qui les guettaient dans l'installation centrale, ils les affronteraient ensemble. L'ermite de la montagne était sur le point de découvrir si les compétences qu'il avait maintenues en vie dans la nature sauvage pourraient l'aider dans une guerre contre des ennemis qui avaient transformé la terre même en une prison pour les innocents. Le voyage à travers le réseau de tunnels dura 3 heures, empruntant des passages qui semblaient s'enfoncer toujours plus profondément dans la terre à chaque kilomètre parcouru. Rebecca se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà arpenté ces routes. Pendant ce temps, Jasper luttait pour concilier l'infrastructure sophistiquée qu'il rencontrait avec sa compréhension de l'histoire de la vallée. Ce n'étaient pas de simples galeries minières. Quelqu'un avait investi un temps et des ressources considérables pour étendre et moderniser le réseau souterrain, installant des systèmes électriques, de la ventilation et des lignes de communication qui suggéraient une utilisation professionnelle continue. Le réseau de trafic avait essentiellement créé un monde parallèle sous la Copper Creek Valley, avec des installations de stockage, des zones de détention et des couloirs de transport capables de déplacer des personnes et des marchandises à travers toute la région, sans la moindre détection en surface. C'est au 3e point de contrôle, un carrefour où plusieurs passages convergeaient, que Rebecca le mena à une cache qui allait changer à jamais sa perception de ce qu'ils affrontaient. Dissimulé derrière une fausse paroi, qui exigeait ses connaissances spécifiques pour être ouverte, Thomas avait caché ce qui semblait être ses archives de renseignements les plus confidentielles. Mais, parmi les documents, il y avait quelque chose qui fit trembler les mains de Jasper en l'examinant. Une plaque d'identité militaire portant son propre nom, son grade et son numéro de service. Le métal était terni par le temps et la chaîne était brisée, comme si elle avait été arrachée violemment. Il n'avait pas vu cette plaque depuis 30 ans, et il ne s'était même pas rendu compte qu'elle manquait jusqu'à cet instant. « Où est-ce que Thomas a eu ça ?» murmura-t-il, bien que Rebecca ne pût comprendre la question.
La réponse se trouvait dans les dossiers que Thomas avait cachés avec la plaque d'identité, page après page de dossiers militaires, d'évaluations psychiatriques et de documents confidentiels liés à l'opération Blackwater, une mission que Jasper avait passé 3 décennies à essayer d'oublier. Mais ce n'étaient pas seulement ses propres dossiers. Thomas avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à obtenir la documentation sur toute l'opération, y compris des détails qui dépassaient de loin le niveau d'habilitation de Jasper. L'opération Blackwater avait été une force d'intervention conjointe, militaro-civile, créée pour combattre le trafic d'êtres humains en Asie du Sud-Est durant les dernières années du conflit vietnamien. L'unité de Jasper avait été chargée de fournir une sécurité et un soutien tactique pour des raids sur des installations où des prisonniers de guerre américains et des civils locaux étaient détenus pour être vendus à diverses organisations criminelles. Mais l'opération était compromise depuis le début. Quelqu'un avec un haut niveau d'accès transmettait des informations aux réseaux de trafiquants, leur permettant d'anticiper les raids planifiés. Ce qui aurait dû être des missions de sauvetage s'était transformé en embuscades élaborées, et l'unité de Jasper était tombée dans un piège après l'autre, perdant de bons soldats tandis que les trafiquants qu'ils traquaient restaient hors de portée. La mission finale fut la pire. Les renseignements indiquaient une grande installation détenant des dizaines de prisonniers de guerre américains de l'autre côté de la frontière cambodgienne. L'équipe de Jasper fut chargée de sécuriser une opération de sauvetage qui devait être le point culminant de mois de planification minutieuse. Au lieu de cela, ils trouvèrent une installation vide et une compagnie de soldats nord-vietnamiens qui les attendaient en embuscade. La moitié de l'unité de Jasper périt dans les premières minutes du combat, et les survivants furent contraints de battre en retraite, laissant derrière eux des hommes blessés qui furent capturés et jamais revus. L'échec mit fin à l'opération Blackwater et laissa Jasper avec une culpabilité qui marqua le reste de sa vie. Mais les archives de Thomas révélaient en quelque chose que Jasper n'avait jamais su, quelque chose qui recontextualisait tout ce qu'il avait cru à propos de cette mission finale. L'échec du renseignement n'avait pas été un accident ou le résultat d'une interception ennemie. L'opération avait été délibérément sabotée par quelqu'un au sein de la structure de commandement américaine, quelqu'un qui était payé par les mêmes réseaux de trafiquants qu'ils étaient censés démanteler. Plus effrayant encore, les archives montraient que l'échec de l'opération Blackwater n'avait pas mis fin au réseau de trafiquants. Il leur avait simplement permis de se délocaliser et d'étendre leurs opérations. Les mêmes organisations criminelles qui opéraient en Asie du Sud-Est pendant la guerre avaient fini par établir de nouvelles bases d'opérations dans l'Ouest américain, utilisant la géographie reculée et la faible densité de population pour recréer les mêmes systèmes qu'elles avaient perfectionnés à l'étranger. La plaque d'identité n'était pas un simple souvenir de son service militaire. C'était la preuve que le réseau de trafic opérant dans la Copper Creek Valley était lié aux mêmes organisations qui avaient tué ces hommes 30 ans plus tôt. Thomas avait, d'une manière ou d'une autre, retracé le lien entre l'opération Blackwater et la crise actuelle, suivant une piste qui menait des jungles du Vietnam aux montagnes du Colorado. Mais la révélation la plus choquante restait à venir. Dans la dernière section des archives de Thomas, Jasper trouva des documents montrant que le même officier militaire qui avait saboté l'opération Blackwater était toujours en vie, toujours actif, et servait actuellement comme haut fonctionnaire au ministère de la Justice. L'homme qui avait vendu des soldats américains à des trafiquants vietnamiens 3 décennies plus tôt était maintenant en position de protéger et de coordonner des opérations similaires sur le sol américain. L'agent Morrison, le contact fédéral mentionné dans la correspondance de Thomas, n'était pas un simple enquêteur travaillant sur l'affaire. Selon les archives, Morrison était le fils du colonel Richard Morrison, l'officier qui avait trahi l'opération Blackwater. L'enquête actuelle n'était pas une tentative de démanteler le réseau de trafic. C'était un effort soigneusement orchestré pour éliminer témoins et preuves
avant que le réseau ne se déplace pour éviter d'être exposé. Thomas ne coopérait pas avec les autorités fédérales pour dénoncer les trafiquants. Il leur fournissait des informations tout en rassemblant secrètement des preuves qui pourraient être utilisées pour faire tomber toute la conspiration. Mais sa mort était survenue avant qu'il ne puisse révéler ce qu'il avait découvert, laissant Rebecca comme seul témoin capable de livrer un témoignage sur les opérations du réseau. Rebecca sembla sentir l'impact émotionnel de ces découvertes. Elle s'approcha avec précaution, émettant de doux bruits de réconfort, tout en observant son visage avec ses yeux intelligents qui ne manquaient en rien. Quand elle tendit la main pour toucher la plaque d'identité entre ses doigts, son expression montra une reconnaissance, non pas de l'objet spécifique, mais de la douleur que sa présence représentait. Elle savait que ce moment viendrait et comprenait que son enquête sur les secrets de Thomas le mènerait inévitablement à de douloureuses vérités sur son propre passé. À sa manière, elle l'avait préparé à cette révélation, l'aidant à construire la force émotionnelle nécessaire pour affronter non seulement le danger présent, mais aussi la culpabilité et le traumatisme qui avaient façonné sa vie d'adulte. Il savait, lança Jasper à voix haute, les mots résonnant dans le silence du tunnel. Thomas savait pour Blackwater, il savait pour Morrison, il savait que tout ce dont je m'étais blâmé était le fruit de la trahison d'un autre. Rebecca émit un son qui était presque une parole humaine, une vocalise empreinte d'accord et de compréhension. Elle avait passé 20 ans à survivre dans un monde où la trahison était constante et la confiance mortelle, mais elle avait aussi appris à reconnaître la différence entre ceux qui causaient le mal et ceux qui le subissaient. L'écho de pas se rapprochant vibrait à travers les tunnels, encore lointains, mais gagnant inexorablement en intensité. Leurs poursuivants avaient trouvé l'entrée et suivaient désormais leurs traces dans le dédale souterrain. Le temps des révélations et des réflexions touchait à sa fin. Celui de l'action était imminent. Mais Jasper n'était plus le même homme qui s'était enfoncé dans ses profondeurs quelques heures plus tôt. La découverte des archives de Thomas l'avait soulagé d'un poids de culpabilité qui l'écrasait depuis 30 ans, remplaçant ce fardeau par une clarté de dessein qu'il n'avait plus ressentie depuis son service militaire. Les ennemis qu'il affrontait maintenant étaient les mêmes qui avaient tué ses soldats au Vietnam, qui avaient trahi l'armée américaine pour le profit, et qui continuaient, des décennies plus tard, de prospérer sur la souffrance humaine. Rebecca rassembla les dossiers de Thomas et les explosifs avec des gestes rapides et efficaces. Elle comprenait que leur mission avait pris une nouvelle dimension. Sauver Kate et Morrison faisait maintenant partie d'une confrontation bien plus vaste, contre des forces qui opéraient dans l'ombre depuis des décennies. Alors qu'il se préparait à avancer vers l'installation centrale, Jasper réalisa que le plus grand cadeau de son frère n'avait pas été les renseignements, les plans d'évasion ou même les armes. Son plus grand cadeau avait été la vérité, la conscience que certains échecs n'en étaient pas, mais le résultat inévitable d'une lutte contre des ennemis prêts à tout sacrifier, et tout le monde sur l'autel du profit. L'ermite de la montagne, qui avait passé 30 ans à fuir son passé, était sur le point d'affronter ceux qui l'avaient créé. Cette fois, il ne se battrait pas comme un soldat naïf obéissant à des ordres corrompus, mais comme un homme qui comprenait précisément à quoi il faisait face. L'installation centrale se révéla peu à peu, alors qu'ils approchaient du dernier tronçon du tunnel. Ce qui avait été une exploitation minière légitime avait été transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Un complexe souterrain sophistiqué, alliant l'infrastructure industrielle à la sécurité d'une base militaire. Le réseau de tunnels aboutissait à une lourde porte en acier qui portait les marques d'une installation et d'un entretien récent. Rebecca s'en approcha avec une familiarité évidente. Ses doigts trouvèrent un panneau dissimulé qui révéla une serrure électronique. Mais au lieu de tenter de la forcer, elle mena Jasper vers une autre cache à proximité.
Cette dernière contenait l'équipement le plus avancé de Thomas. Des lunettes de vision nocturne, du matériel de communication tactique et surtout un petit appareil qui semblait être une sorte d'outil de guerre électronique. D'après les brèves instructions laissées par Thomas, ce dispositif pouvait perturber les systèmes de sécurité de l'installation pendant environ 15 minutes, un temps suffisant pour s'infiltrer et localiser les éventuels prisonniers. Mais ce fut le dernier objet de la cachette qui leur fournit l'information la plus cruciale. L'émetteur radio d'urgence de Thomas, un appareil de communication militaire modifié pour se connecter directement aux agences fédérales. Il contenait des messages enregistrés que Thomas avait préparés mais n'avait jamais eu l'occasion d'envoyer, y compris des informations détaillées sur le réseau de trafic et des preuves spécifiques de la corruption de l'agent Morrison. Jasper activa l'émetteur et écouta le dernier rapport de son frère. La voix de Thomas était calme et professionnelle, mais sous la précision militaire perçait une urgence qui trahissait un homme se sachant à court de temps. Ici l'agent Thomas Conincad, matricule fédéral 757-492 Alpha. Je transmets sous protocole d'urgence concernant l'opération Sanctuaire. Le réseau de trafic sur lequel nous enquêtons est compromis au plus haut niveau. L'agent Morrison n'est pas un enquêteur fédéral légitime. Il est le commandant opérationnel du réseau que nous tentons de démanteler. L'installation centrale est située sous le complexe minier abandonné de Copper Creek, coordonnées 39743 nord, 306 ouest. Les renseignements actuels indiquent que 17 victimes sont détenues sur ce site, y compris la récente acquisition, Kate Morrison, 8 ans, enlevée à Copper Creek il y a 6 semaines. Les protocoles de sécurité sont étendus. Capteurs de mouvement, serrures électroniques, gardes armés en rotation de 12 heures. Le personnel de l'installation inclut le shérif adjoint Crawford, le maire Phillips et le contremaître de la mine, Stevens. Tous sont armés et ont l'ordre d'éliminer les témoins si l'installation est compromise. Le témoin principal, Rebecca Shaw, est en sécurité avec moi. Elle possède une connaissance détaillée des opérations du réseau sur 20 ans et peut fournir un témoignage suffisant pour la mise en accusation de toutes les parties impliquées. Protégez-la à tout prix. Si vous recevez cette transmission, il est probable que je sois mort ou neutralisé. Exécutez les protocoles d'urgence immédiatement. Ne faites confiance à aucune force de l'ordre local. Les renforts fédéraux doivent provenir uniquement du bureau de Denver. Contactez l'agent Sarah Chen. Matricule 66628. Bravo. Date et heure. 15 novembre, 03 Asia. L'enregistrement se terminait par des détails techniques sur la disposition des lieux, les rotations des gardes et les vulnérabilités de sécurité que Thomas avait observées. Mais ce fut la mention des 17 victimes qui frappa Jasper de plein fouet. Kate Morrison n'était pas la seule enfant détenue dans le complexe. La mission de sauvetage venait de devenir exponentiellement plus compliquée et plus urgente. Rebecca écoutait attentivement le message. Bien qu'elle ne pût comprendre les mots, elle reconnaissait clairement le ton et l'urgence. Lorsque la transmission prit fin, elle émit des sons presque humains, désignant la porte d'acier, puis elle-même. À l'aide de gestes et de dessins simples dans la poussière du tunnel, Rebecca commença à cartographier le complexe pour Jasper. L'installation comportait 3 sections principales. Une zone de réception pour les nouvelles victimes, une zone de détention avec des cellules individuelles, et ce qui semblait être une zone de préparation où les victimes étaient conditionnées avant leur transport vers les acheteurs. Selon le plan rudimentaire de Rebecca, les enfants se trouvaient probablement dans la section centrale, la plus surveillée et la plus isolée. Pour les atteindre, il faudrait franchir plusieurs points de contrôle et affronter de nombreux gardes armés. Mais Rebecca avait des atouts qu'aucune équipe d'assaut extérieure ne pourrait avoir. Elle connaissait intimement les lieux, comprenait les routines des gardes et, surtout, savait comment les victimes réagiraient à une tentative de sauvetage. Des enfants maintenus captifs pendant de longues périodes devenaient souvent méfiants envers quiconque leur offrait de l'aide,
ayant appris que de telles promesses précédaient généralement un traitement encore pire. Alors qu'il se préparait pour l'infiltration, Jasper sentit son entraînement militaire, inutilisé depuis 30 ans, refaire surface. Les compétences étaient toujours là. La capacité à se déplacer en silence, à évaluer les situations tactiques et à prendre des décisions rapides sous pression. Les appliquer au sauvetage d'enfants, plutôt qu'à des opérations militaires, avait le goût d'une rédemption pour chaque erreur commise durant l'opération Blackwater. Le dispositif de guerre électronique fonctionna exactement comme Thomas l'avait promis. Une fois activé, il provoqua une cascade de défaillances dans les systèmes de sécurité. Les caméras se mirent à grésiller, les capteurs de mouvement envoyèrent de fausses lectures et les serrures électroniques se réinitialisèrent en position d'urgence. L'effet serait temporaire, mais il leur offrait la fenêtre d'opportunité dont ils avaient besoin. Se déplacer dans les zones extérieures de l'installation ressemblait étrangement à la navigation dans les tunnels. Les deux environnements avaient été conçus pour être invisibles de la surface, créant des mondes cachés où les contraintes légales et morales ne s'appliquaient pas. Mais l'installation montrait des signes d'activité beaucoup plus récents, preuve d'une entreprise lucrative et pérenne. Le premier indice qu'ils étaient sur la bonne voie apparut dans la zone de réception, où Jasper trouva des preuves confirmant les informations de Thomas. Des effets personnels appartenant clairement à des enfants, vêtements, jouets, de petits objets emportés lors des enlèvements, étaient rangés dans des caisses étiquetées correspondant à des cellules spécifiques. L'une d'elles portait une étiquette qui glaça le sang de Jasper. K. Morrison, cellule sept, élimination prioritaire. L'expression ne pouvait signifier qu'une chose. Kate Morrison avait été marquée pour être éliminée, probablement parce que sa disparition avait attiré trop d'attention ou parce qu'elle s'était révélée difficile à contrôler. La réaction de Rebecca fut immédiate et poignante. Elle reconnut le système, comprit la signification des étiquettes et sa détresse communiqua clairement qu'il manquait de temps. Les enfants n'étaient pas seulement détenus ici pour être vendus. Certains étaient préparés pour être assassinés. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément, les sons d'une activité humaine devinrent audibles. Des voix étouffées, des pas, et, plus troublant encore, les pleurs discrets d'enfants. Les victimes étaient proches, mais leurs ravisseurs aussi. Les systèmes de sécurité étaient peut-être hors service, mais les gardes humains restaient alertes et dangereux. Ce fut dans le couloir menant aux cellules qu'ils trouvèrent la preuve directe du véritable objectif de l'installation. Les murs étaient couverts de photographies, des dizaines d'enfants, certaines récentes, d'autres vieilles de plusieurs années. Chaque image marquait une victime supplémentaire du réseau. Certaines photos portaient des annotations sur des placements réussis. D'autres étaient marquées de symboles que Jasper préféra ne pas interpréter. Mais ce fut la dernière photographie de la série qui leur fournit la pièce manquante du puzzle. Elle montrait l'agent Morrison, non pas celui qui correspondait avec Thomas, mais un homme plus âgé avec une nette ressemblance familiale. La photo était datée d'il y a 30 ans et portait la légende. Coordinateur des acquisitions, Opération Blackwater. Le lien était fait. Le même réseau criminel qui avait corrompu l'opération Blackwater au Vietnam avait simplement transféré ses opérations sur le sol américain, utilisant les compétences et les contacts développés pendant la guerre pour créer une entreprise de trafic national. Le père de l'agent Morrison n'avait pas seulement trahi des soldats américains, il avait utilisé cette trahison pour fonder un empire criminel, désormais dirigé par son fils. Rebecca toucha le bras de Jasper et désigna un couloir spécifique. Selon ses gestes, les cellules de détention étaient juste devant, ainsi que les gardes qui se battraient pour empêcher tout sauvetage.
mais ils étaient allés trop loin pour reculer. Le sort de Kate Morrison et de ses autres enfants dépendait maintenant d'eux. Échouer ne signifierait pas seulement la mort de victimes innocentes, mais la survie d'un réseau qui détruisait des vies depuis des décennies. Alors qu'il se préparait pour l'approche finale, Jasper réalisa que les compétences que Thomas lui avait transmises n'étaient pas seulement tactiques, elles étaient morales. Le combat qu'il s'apprêtait à mener n'était pas seulement pour sauver des enfants, mais pour affronter le mal même qui hantait sa vie depuis 30 ans. L'ermite de la montagne était sur le point de devenir le protecteur qu'il aurait dû être 3 décennies plus tôt. Et cette fois, il ne décevrait personne. La zone de détention était une horreur qui dépassait les pires attentes de Jasper. Des cellules individuelles bordaient les 2 côtés d'un couloir central, chacune contenant un enfant arraché à sa famille et réduit à une simple ligne d'inventaire. Le plus jeune semblait avoir 6 ans tout au plus, le plus âgé peut-être 12, tous portant les cicatrices psychologiques d'une longue captivité. Kate Morrison était dans la cellule 7, exactement comme l'indiquait l'étiquette. Elle était recroquevillée dans un coin, portant les mêmes vêtements que le jour de sa disparition, maintenant sale et déchirée. Mais elle était en vie, et ses yeux conservaient une lueur d'intelligence qui suggérait que son esprit n'était pas entièrement brisé. L'approche de Rebecca fut magistrale. Au lieu de mots qu'il ne comprendrait ou ne croirait peut-être pas, elle utilisa des sons et des gestes qui transmettaient la sécurité sans déclencher les réflexes de peur auxquels ils avaient été conditionnés. Elle avait appris, au cours de ses propres 20 ans de captivité, à distinguer un sauvetage authentique des fausses promesses qui précédaient souvent un pire traitement. Le premier défi était les serrures des cellules. Le dispositif de Thomas les avait partiellement endommagées, mais elles nécessitaient encore des codes spécifiques. Rebecca, cependant, avait des solutions que les renseignements de Thomas n'avaient pas prévues. Elle montra à Jasper comment les ouvrir mécaniquement, utilisant des techniques qu'elle avait apparemment apprises en étudiant pendant des années chaque aspect de sa prison. Alors qu'il commençait à ouvrir les cellules, les réactions des enfants varièrent. Certains se recroquevillèrent davantage, trop terrifiés pour croire qu'un sauvetage était possible. D'autres s'approchèrent avec prudence, reconnaissant en Rebecca quelqu'un qui comprenait leur expérience. Quelques-uns, dont Kate Morrison, montrèrent des signes d'espoir, suggérant qu'ils n'avaient pas complètement renoncé à rentrer chez eux. Mais c'est alors qu'ils s'efforçaient de libérer les enfants que la sécurité du complexe réagit enfin à la perturbation électronique. Des alarmes se mirent à retentir, et l'écho de pas précipités résonna de plusieurs directions. Les gardes avaient compris que leur système était compromis. Ils se déplaçaient pour protéger leurs biens les plus précieux, les enfants eux-mêmes. L'entraînement militaire de Jasper prit le dessus, tandis qu'il évaluait la situation. Ils étaient piégés dans un couloir sans issue, avec 17 enfants terrorisés, face à un nombre inconnu d'adversaires armés qui connaissaient les lieux mieux que lui. Les probabilités jouaient contre eux, mais reculer était impensable. Laisser les enfants derrière eux équivalait à une condamnation à mort. Rebecca semblait également saisir l'enjeu tactique. Elle désigna une partie du mur du couloir qui paraissait solide, mais qui dissimulait en réalité un autre des plans de secours de Thomas. Derrière la fausse paroi se trouvait une cache d'armes que Thomas avait préparée précisément pour cette situation. Des fusils à pompe, des munitions et, plus important encore, des équipements de protection qui pourraient être utilisés pour protéger les enfants durant une fusillade. Les premiers gardes apparurent au bout du couloir, au moment même où Jasper finissait de distribuer les armes. 3 hommes, tous équipés d'armes automatiques et se déplaçant avec la coordination de professionnels. Ils hésitèrent en voyant les enfants, ne voulant pas risquer d'endommager le précieux inventaire par des tirs indiscriminés. Cette hésitation fut le seul avantage dont Jasper avait besoin.
30 ans de vie dans les montagnes l'avaient maintenu en excellentes conditions physiques, et la mémoire musculaire de son entraînement au combat militaire s'avéra remarquablement tenace. Ses premiers tirs furent précis et dévastateurs, abattant 2 des gardes avant même qu'il n'ait pu évaluer pleinement la menace. Le 3e garde parvint à riposter, mais ses tirs manquèrent leur cible, car il tentait d'éviter de toucher les enfants. Rebecca se positionna avec plusieurs enfants derrière des barrières de béton que Thomas avait fait installer dans le couloir précisément à cette fin. Celles-ci créaient des positions protégées, leur permettant d'avancer vers la sortie de l'installation tout en conservant une couverture défensive. Mais même avec cet avantage tactique immédiat, Jasper pouvait entendre des forces supplémentaires se mobiliser dans tout le complexe. Des conversations radio résonnaient depuis le bureau de la sécurité. Les coordinateurs demandaient des renforts extérieurs, et le bruit de véhicules arrivant à la surface suggérait que la réponse du réseau serait massive et écrasante. Kate Morrison avait retrouvé assez de courage pour aider les autres enfants, traduisant les instructions de Jasper en des termes qu'il pouvait comprendre et offrant le genre de réconfort que seule une autre victime pouvait apporter. Son leadership parmi les autres enfants était remarquable, suggérant que même 6 semaines de captivité n'avaient pas anéanti la force de caractère qui l'avait aidé à survivre. Alors qu'il se frayait un chemin vers la sortie principale, Rebecca révéla l'élément final du plan de Thomas. Une série de charges explosives qu'il avait placées dans tout le complexe, conçues pour détruire les preuves et effondrer des sections clés de l'installation si le sauvetage devenait impossible. Les charges pouvaient être déclenchées à distance, mais cela éliminerait aussi toute possibilité de fuite par le système de tunnel. Le choix était cornélien. Utiliser les explosifs pour s'assurer que l'installation ne puisse plus jamais être utilisée pour séquestrer des enfants, au risque de se retrouver piégés dans l'effondrement, ou tenter de s'échapper par des routes probablement déjà compromises par les équipes d'intervention du réseau. En regardant les 17 enfants dont la survie dépendait de lui, Jasper réalisa que le choix avait déjà été fait. La décision fut prise pour eux lorsque la voix du shérif adjoint, Crawford, résonna dans le système de communication de l'installation, transmettant un ultimatum qui ne laissait aucune place à la négociation. Vous avez 60 secondes pour nous remettre les enfants et quitter les lieux. Après quoi, nous mettrons en œuvre les protocoles finaux pour tous les actifs. Protocoles finaux? Jasper comprit l'euphémisme. Il menaçait de tuer les enfants plutôt que de les laisser être secourus et potentiellement témoigner contre les opérations du réseau. Le même calcul insensible qui caractérisait le réseau de trafic 30 ans plus tôt. La même volonté d'éliminer les témoins qui avaient probablement coûté la vie à Thomas. La réponse de Rebecca fut immédiate et décisive. Elle activa la balise de détresse de Thomas, un appareil conçu pour transmettre leur position et leur situation directement aux autorités fédérales à Denver, contournant tous les réseaux de communication locaux qui pourraient être compromis. Le signal amènerait des renforts fédéraux légitimes, mais pas avant au moins 1 heure. Ils devaient garder les enfants en vie jusqu'à l'arrivée des secours. La sortie principale de l'installation était bloquée par Crawford et au moins 4 autres hommes armés. Mais le plan de Thomas avait également anticipé ce scénario. Dissimulés dans tout le complexe se trouvaient ce qu'il appelait des protocoles sanctuaires, des voies d'évacuation et des positions défensives conçues spécifiquement pour protéger les enfants secourus lors de situations de siège prolongé. Rebecca les conduisit à l'ancien puits de mine de l'installation, un passage vertical qui faisait partie de l'exploitation minière d'origine, mais qui était maintenant équipé d'un système de levage mécanique que Thomas avait gardé secret. Le puits donnait un accès direct à la surface, émergeant dans un endroit caché à près d'1,5 km de l'entrée principale. Mais utiliser l'ascenseur signifiait s'exposer pendant la montée,
et les forces de Crawford se déplaçaient déjà pour sécuriser toutes les issues possibles. Le son des véhicules et du personnel se déployant en surface suggérait un effort coordonné pour empêcher tout survivant d'atteindre un lieu sûr. Ce fut Kate Morrison qui apporta la solution qui les sauva tous. Malgré ses 6 semaines de captivité, elle avait gardé assez de présence d'esprit pour observer et mémoriser des détails sur le fonctionnement de l'installation. Elle connaissait l'existence d'un système de communication secondaire que les gardes utilisaient pour leur coordination. Un système accessible depuis la salle de contrôle du puits de mine. Grâce aux informations de Kate, Jasper put surveiller le trafic radio de Crawford et coordonner leurs mouvements pour éviter les équipes de recherche qui quadrillaient systématiquement la zone en surface. Plus important encore, il put entendre Crawford se coordonner avec quelqu'un identifié comme Morrison Sr., confirmant que l'agent Morrison d'origine, l'homme qui avait trahi l'opération Blackwater, était toujours en vie et dirigeait activement les opérations du réseau. La conversation entre Crawford et Morrison révéla l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Le réseau de trafic n'était pas seulement une entreprise criminelle, c'était une opération multigénérationnelle qui avait perfectionné ses méthodes depuis des décennies. Les enfants qu'ils sauvaient ne représentaient qu'une infime fraction des victimes qui étaient passées par des installations comme celle-ci au fil des ans. Mais cela révéla aussi autre chose. Le réseau se préparait à abandonner complètement l'opération de Copper Creek. Les instructions de Morrison à Crawford étaient claires. Éliminer tous les témoins, détruire toutes les preuves et transférer les opérations vers une installation de secours dans un autre État. La mission de sauvetage n'avait pas seulement sauvé 17 enfants. Elle avait démantelé un important centre de trafic qui aurait pu opérer sans être détecté pendant des années. Le rôle de Rebecca dans l'évasion finale fut crucial. Sa connaissance de la géographie de la vallée, acquise au cours de 20 ans de captivité et d'observation attentive, lui permit de les guider à travers un terrain qui évitait les équipes de recherche, tout en restant à portée du signal de la balise de détresse. Elle devint leur navigatrice tactique à travers un paysage qu'elle connaissait mieux que ses poursuivants. Le moment où les renforts fédéraux arrivèrent enfin fut marqué par le son caractéristique d'hélicoptères approchant de plusieurs directions. Mais ce n'étaient pas des appareils locaux, c'étaient des hélicoptères militaires, suggérant que les protocoles d'urgence de Thomas avaient déclenché une réponse qui dépassait les procédures normales d'application de la loi. L'agent Sarah Chen, l'agent fédéral légitime mentionné dans la dernière transmission de Thomas, fut parmi les premiers intervenants à arriver sur les lieux. Sa priorité initiale était d'assurer la sécurité des enfants, mais elle comprit aussi immédiatement la portée de ce que Jasper et Rebecca avaient accompli. Les 17 enfants qu'ils avaient sauvés représentaient la plus grande récupération de victimes de trafic de l'histoire de la région. Plus important encore, les informations que Thomas avait rassemblées, combinées aux témoignages de Rebecca sur 20 ans d'opération du réseau, fournissaient aux autorités fédérales suffisamment de preuves pour démanteler des opérations de trafic dans plusieurs États. Mais la victoire avait un coût qui se ferait sentir pendant de nombreuses années. Crawford et plusieurs autres membres du réseau s'étaient échappés pendant la confusion de l'opération de sauvetage, emportant avec eux la connaissance des installations de secours et des méthodes opérationnelles alternatives. Le réseau était blessé, mais pas détruit, et les survivants essaieraient sans aucun doute de reconstruire leurs opérations dans de nouveaux lieux. Alors que les agents fédéraux sécurisaient le site et commençaient à prendre en charge les enfants secourus pour des soins médicaux et une réunification familiale, Jasper réalisa que son rôle dans cette crise était loin d'être terminé. Rebecca aurait besoin de protection pendant les longues procédures judiciaires qui suivraient, et sa connaissance de l'histoire du réseau faisait de lui un témoin précieux pour monter le dossier de l'accusation. L'ermite des montagnes, qui ne cherchait que la solitude, était devenu, par des circonstances qu'il n'aurait jamais pu prévoir, une figure clé dans une enquête fédérale qui allait redéfinir la compréhension des forces de l'ordre sur les opérations de trafic organisées dans l'Ouest américain.
6 mois plus tard, Jasper se tenait sur le porche du ranch de Copper Creek Valley, observant Rebecca, qui avait légalement retrouvé son nom de naissance, travailler avec 3 chevaux dans le pâturage lointain. La matinée de printemps était claire et chaude, un contraste saisissant avec la neige de l'automne.